parti dans les cocos. Ah oui, les cocos, c'est des œufs. Oh ouais, c'est des œufs, les cocos. On va parler de coco, d'œufs. Voilà, de casser des œufs, oui. Non, mais parce que c'est une habitude de casser des œufs, ne croyez pas ça, hein. Oui. Tous les dirigeants de tout pays, ils sont habitués à casser des œufs quand il faut. Hein, ça fait. Alors, on va faire une vidéo. Bon, nous sommes au mois d'avril, mais enfin, le mois de mai arrivera vite. On va faire une vidéo historique sur les journées de mai 68. Ouais, ben oui. Il faut savoir comment c'était. Ah, ben oui. Ah, ben la vraie histoire. Ah oui, ah non, on veut la vraie histoire, parce que nous sommes dans un mouvement de vérité en ce moment. Hein, ça veut dire que toutes les vérités doivent sortir, y compris sur mai 68, y compris sur celui-là. On rappellera toujours, on répète, bis repetita placet. On répète que, citation de Napoléon, l'histoire est une fable sur laquelle tout le monde s'accorde. Les citations de M. Churchill, vous savez, celui qui a divisé la planète en 2 ou 3 morceaux, là, et que la France, elle n'a pas eu droit au chapitre là-dedans, hein. Yalta et compagnie. Alors, donc, M. Churchill disait, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, l'histoire officielle de mai 68, comme tous les autres chapitres de l'histoire, c'est à prendre avec des pincettes et aller chercher en dessous ce qui s'y cache. D'accord? Voilà, alors la vraie histoire de mai 68. Eh ben, ça ne va pas être triste. Et vous allez avoir la preuve que, eh ben, mais il n'y a rien de nouveau en ce moment. C'était exactement comme ça avant. Avant, c'était ça aussi. Hein? Mais 68, c'est il y a combien de temps? Il y a 50 ans? Ouh, 50 ans? C'est vrai? Répression, violence policière? La même chose, exactement. Et c'était la même chose avant. 1070, la commune. Ouf. Et avant, et avant, et avant. Toujours été comme ça, toujours comme ça. Alors là, on va avoir des documents carrés, officiels, on va dire, puisqu'ils viennent des syndicats d'étudiants, hein, et de l'enseignement supérieur. Là, ça ne va pas faire un pli, hein, là. Ah, ben, bien sûr que non. Non, non, non. Je vous montrerai le petit livre qui a été publié, le livre noir, on l'appelle, sur donc les journées de mai 68. Voilà, vous allez voir un peu que c'est toujours la même chanson, c'est toujours pareil. Hein, donc, ce n'est pas que les FO, forces de l'ordre, sont devenus tout d'un coup fous, ou qu'on a injecté dedans des super soldats, super Robocop, bien que cette possibilité existe, mais ce sera d'autres sujets de vidéo. Allez, on va faire ça. Ok. Oups. Bon, la neige est un peu moins souplette parce qu'il n'y a pas de soleil. Ce disant, on va neiger. Voilà. Non, mais ne vous inquiétez pas, hein. J'habite à une demi-heure là. Et les seniors ont les remontées gratuites. Surtout le Cap Cyr, en 66. Ah, bon à savoir. Voilà, gratuit. Voilà. Eh bien, c'est bien. Voilà. Hein, comme quoi, ça vaut le coup d'être retraité, même avec une petite retraite. On peut quand même venir là. Alright. Alors, dans cette historique, on va faire une petite présentation sur donc 68. En 68, j'étais à l'armée. Mais vous savez, cette armée là qui était obligatoire, vous saviez, on devait faire 2 ans ou 1 an et demi. Bon, j'ai fait 16 mois. Vous savez, cette armée là où il fallait y aller, et que l'avant-dernière année où cette obligation a été supprimée, celui qui est
qui était nommé par les Bilderberg, là, et ben il s'est débrouillé pour pas être mobilisé à l'armée. C'était pas beau ça. Alors, donc j'étais à l'armée en mai 68. Alright. Ben, de toute façon, hein, dans un dépôt, munitions, transmission, et on avait la radio à l'époque. Alors donc on écoutait à la radio non-stop. Ben, quasiment toute la nuit, hein, puisque le jour on pouvait dormir en dépôt. Hein. En tant que, ouais, de garde, on dormait le jour. La nuit on écoutait donc les manifestations et les barricades à Paris. À Paris. On est venu nous donner, à un moment donné, des manches de pioche à tous les soldats qui étaient là, dans ce dépôt où nous on était de garde le CM54, et puis il y avait aussi les chasseurs de Montbéliard qui venaient de garde. À tout le monde, on a venu distribuer des manches de pioche. Ouais, des manches de pioche. Oh bon? Alors voilà, on vous donne des manches de pioche, hein, et puis si jamais le peuple vient attaquer le dépôt, c'est comme un dépôt de munitions, de camions, tout ce que vous voulez, et ben si jamais ben, vous leur tapez dessus avec des manches de pioche. Alors nous tous les appelés, on a rigolé comme des bossus. On a dit, monsieur le sergent-chef ou je sais pas quoi là, ben, tu sais ce qu'on te dit, hein. On va dire mieux même, hein. Nous, les gars qui sommes de garde à l'armurerie, hein, et bien, si le peuple, tous les manifestants, là, parce que là, c'était fin mai, hein, tout le peuple s'était mis avec les étudiants, là. Ah ben oui. Donc c'était beaucoup d'ouvriers, là, parce qu'on était tout près des usines Peugeot, à Sochaux. On leur a dit, même au gradé, là, les carrières, alors on vous dit mieux encore, hein. Non seulement on utilisera pour les manches de pioche, mais si le peuple vient, eh ben on ouvre l'armurerie et puis on leur donne, ils prennent tout ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est comme ça, on s'en fout nous, hein. Faites ce que vous voulez. On s'en fiche complètement. Voilà ce qu'on vous dit nous. Alors après ça, c'est une présentation, hein, que je fais, on va revenir aux journées de début mai, qui a été les plus terribles, donc là on part de fin mai, même début juin, et quand les ouvriers et tout le peuple se sont mis avec les étudiants, et ont commencé à occuper les usines, en particulier donc l'usine Peugeot à Sochaux, était occupée par les ouvriers. Et nous, bah, les appelés, bah, pendant ce temps-là, nous on était copains avec les filles des ouvriers, voilà, de Peugeot Sochaux. Alors donc, un beau jour matin, les corps de CRS arrivent, en grand renfort et tout ça, voilà, pour aller attaquer l'usine Peugeot à Sochaux. Alors, tous les CRS débarquent en avant avec armées, bagages, munitions, la bouffe, c'est incroyable. On a aidé à décharger leur caisse de nourriture, incroyable, du 5 étoiles, pas du Fouquet's, mais presque, des vins du Tonnerre de Brest. Oh là là, qu'ils étaient bien nourris et tout. Alors nous, on les a logés, hein, puis on leur a montré tout le dépôt, le garage, et puis ils sont allés s'entraîner dans le garage. Alors on reparlera du garage. Tiens, nous, on rentre dans le garage des œufs, là. Alright, stop. Alright, on reprend. Allez, coucou. Nous en étions donc en juin 68, vers le 10-15. Je ne sais pas exactement, hein, la date de l'attaque par les CRS de l'usine Peugeot de Sochaux. C'est pas grave, hein, c'était dans ces eaux-là, 10-15 juin 68. On était donc là au CM54 à Héricourt dans la Haute-Saône.
Et les camions de CRS arrivent. Alors, j'ai déjà dit que leur nourriture avait l'air géniale. Alors, on les loge, hein, puisque on les accueillait dans le CM, dans le dépôt. Alors, on les loge. Et puis, ils nous demandent, on a besoin de s'entraîner, il n'y a pas un endroit pour s'entraîner. Bon, s'entraîner à quoi? Il va s'entraîner à lancer des boulons. Ah bon? Oui, on a tous une espèce de... Vous savez, Thierry Lafronde, là. Ta la 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 la. Oui, voilà. Hein, une fronde, voilà. Il y avait des frondes, et puis il y avait des boulons. Ils nous ont demandé des boulons. Ah oui, il y a plein de caisses à boulons ici. Oui, enfin, ceux qui font l'armée ont compris ce que je veux dire. Donc, voilà, venez voir, on a le garage là. Parce que de toute façon, le garage, tous les véhicules qui sont là, tous les camions en cas de mobilisation de l'armée française, comprenez-vous, les 2 tiers des véhicules, ils ne marchent pas. Tu ne peux même pas les démarrer, ils ne démarrent pas, ils ne marchent pas. Et puis le tiers qui reste, oui, un peu l'armée française en cas de mobilisation. Hein, c'était en 68, hein. C'était pas mieux qu'en 1940. Hein. Non, non. Bon, alors, vous allez entrer là-dedans, on s'en fout, hein. Les véhicules, ils sont capotes pour la plupart. Bon, ben on est bien ici, ouais, on est bien. Alors, ils ont commencé à s'entraîner avec leur fronde et leur boulon, et à casser toutes les fenêtres du garage, hein, en hauteur, hein. On s'en fout, vous les appelés, on rigolait, hein. Vous voulez démolir le garage de l'armée, ben allez-y, on s'en fout. Bon, puis alors après, on a discuté avec eux. Pendant qu'ils préparaient leur manger, tout ça, leur super manger. Alors ils nous ont dit, mais on en a ras-le-bol, hein. Qu'est-ce qui va pas? Parce que nous, comme je vous ai dit, on écoutait à la radio les barricades et tout. Alors qu'est-ce qui va pas? Eh bien, il va que ça fait 6 semaines qu'on est affecté aux manifestations. Et depuis 6 semaines, on n'a pas eu de contact avec notre famille. Du doigt, quoi? Non, on n'a pas le droit de leur écrire, de recevoir du courrier de nos familles, quand on peut, hein, dans les endroits où on est envoyé. On parle des CRS, hein, là. Et on n'a pas le droit de leur téléphoner non plus, depuis 6 semaines. On dit, c'est cool ça. Nous, on peut recevoir du courrier de nos familles, nous, puis leur téléphoner, ici à l'armée. Ah ben nous, non. Parce qu'on a les ordres, c'est comme ça. Ah bon? Oui, disent les CRS. Et quand on demande, on nous dit, eh ben c'est la faute des étudiants, des ouvriers, que vous ne pouvez pas communiquer avec votre famille. Et voilà. Voilà ce que la hiérarchie leur dit. Alors évidemment, les CRS, là, ils étaient légèrement colériques, légèrement enragés, parce que de la faute, comprenez-vous, des étudiants et des ouvriers et tout ça qui manifestaient, les grèves générales et tout le bazar, eh ben, ils n'avaient pas de nouvelles de leur famille et leur famille n'avait pas de nouvelles d'eux. Alors ils voulaient casser, hein. Ils voulaient casser quand ils pouvaient, ils cassaient de l'étudiant et ils cassaient de l'ouvrier, du peuple, de tout ce que vous voulez. Ah bon, eh ben, c'est joli tout ça, mon vieux. C'est joli ça. Eh ben, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Et puis comme ils mangeaient bien et qu'ils buvaient bien, il y avait des bouteilles là, en quantité industrielle super main. Ils étaient bien gonflés, hein, quand ils partaient au combat contre les manifestants. Ils étaient bien. Ah ouais, ils étaient bien. Alors donc, bonsoir, tout d'un coup, la cavalerie doit se mettre en route. Ah, oui, parce que là, ça y est, on a reçu les ordres. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites là? On a reçu les ordres d'aller attaquer l'usine Peugeot à Sochaux. Ah, bon. Bon, ben, nous on était là, hein. Militaire appelé, on a regardé un peu le fourbi, quoi. On les a vus s'équiper en CRS, bah, vous connaissez tous ça, hein. Et puis on a vu les armes, les fusils et la distribution des cartouches. Wood, oui, fusil de guerre, distribution de 40 cartouches à chaque CRS. Moi je les ai vus, ça va se montrer, voilà, ouais, cartouches, voilà, les balles réelles de guerre, hein, munitions et tout, voilà.
nombreux, 2107 mètres arrivée du métro aérien. Waouh! Hey, 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 doucement là! Allez. Bon, on va continuer tranquillo dans le chalet là, mon récit des événements épiques de mai 68 et de juin 68. Bon, on continue avec, donc nous en étions au fusil de guerre et aux balles réelles. Justement direct, j'ai vu un gradé donc distribuer les balles réelles, les balles de guerre, hein, comme ça là, hein, comme ça, balles de guerre. Un gradé donc distribué à chaque CRS 30 balles. Pour ranger et aller avec son fusil de guerre, hein. Okay. Je les ai vus parce que j'avais à côté de moi un CRS et je l'ai vu et il m'a montré les balles qu'il recevait dans la main et il les a mis dans une poche spéciale et les CRS sont donc partis dans leur camion, leur bus de CRS de nuit, hein, parce que l'attaque avait lieu de nuit, donc pour aller attaquer l'usine Peugeot à Sochaux et en déloger les ouvriers qui l'occupaient. Occupation de l'usine Peugeot de Sochaux. Ce qui fut fait dans la nuit, avec beaucoup d'échauffourées et de batailles, pendant lesquelles un ouvrier a été tué par balle, et de nombreux événements. Recherchez ça, hein, si vous pouvez le trouver. Là, je vous le donne en anecdote, hein, pour l'instant. Et ensuite, les CRS sont revenus extrêmement tard, après la bataille, hein, sauf ceux qui étaient mis de garde à l'usine Peugeot. Et puis ensuite, au bout d'un jour ou deux de repos, là, ils sont repartis sur Paris pour aller voir tout ce qui se passait, les continuations de la grève générale, etc. Pas longtemps après, une semaine, je crois, le dépôt CM54, où j'étais affecté, partageait un grand camp avec la gendarmerie, avec un escadron de gendarmerie. D'ailleurs, on allait à la gendarmerie, nous, prendre les douches, et donc on connaissait les gendarmes, on discutait avec eux. Gendarmerie nationale. Et ce qui s'est passé, c'est que, quelques jours après, un événement s'est produit. Un enfant des gendarmes qui jouait devant la gendarmerie a été écrasé et tué par une voiture. Un retour de boomerang qui est vraiment à condamner. Voilà ce que ça fait. La violence s'appelle la violence. Également, je veux dire là que comme j'étais à l'armée et que je m'occupais tous les mois des appelés qui avaient été affectés en Allemagne et qui partaient en Allemagne, ça se passait à Belfort, hein, ce triage. On avait des relations avec les troupes qui étaient en Allemagne et on a appris que dans ce mois de juin 68, à ce moment-là, le président qui était le général de Gaulle est venu en Allemagne pour rencontrer les généraux qui commandaient toutes les troupes françaises en Allemagne, hein, et qui leur a demandé de venir sur Paris, de venir avec des chars et l'armée et de venir à Paris. Les généraux de l'armée française ont refusé.
ont refusé l'ordre du président. Et c'est ensuite que, avec la grève générale et le mouvement national du peuple en France, le général de Gaulle a quitté la présidence. Voilà, ça c'était l'anecdote. Alors maintenant on va passer à cette historique de vraie histoire, hein, parce que, à nouveau, l'histoire officielle est fausse. Par exemple, vous trouvez des livres en librairie sur l'histoire officielle du 11 septembre à New York, qui est un tissu de mensonges et de fausseté, et qui maintenant existe en tant que livre d'histoire. Vous voyez un peu. De la même façon, sans doute dans les écoles, la même chose est enseignée. Alors là, pour voir l'histoire réelle, on doit passer à des recherches qui ont été faites par l'Union nationale des étudiants de France, UNEF, et le syndicat national de l'enseignement supérieur, SNESUP, ainsi qu'un comité de secours aux victimes. On parle ici des barricades de mai 68. Ce petit livre est quasiment introuvable, très difficile à trouver, je vous le montre quand même. Et voilà, le livre noir des journées de mai aux éditions du Seuil. Une collection qui s'appelle Combat, s'il vous plaît. Voilà. J'espère qu'on le voit bien à l'endroit, je ne suis pas sûr, j'espère. Enfin voilà, ce livre aux éditions du Seuil. Alors, on va redonner un peu l'historique très rapidement, sinon ça va faire une vidéo bien trop longue. Donc tout ça, c'est des documents réunis par l'UNEF et le SNESUP. Ça, c'est du carré, c'est des gens sérieux. Tout ça, c'est de la vraie information. Ils nous ont fait un vrai rapport de presse, quoi. Alors, on va essayer de récapituler très très vite. Avant le 3 mai, bon, ce qui s'était passé, il y avait eu de gros problèmes à la faculté de Nanterre, et ensuite il y en a eu à la Sorbonne. Les troubles étudiants avaient commencé à Nanterre. Pourquoi? Parce que, toujours un peu la même histoire si vous voulez, les groupuscules extrémistes de droite et les groupuscules extrémistes de gauche, ceux de gauche étaient appelés, avec justesse d'ailleurs, par mon oncle qui était OPJ, officier de police judiciaire, inspecteur donc, dans l'est de la France, et il appelait les groupuscules de gauche les maoïstes, trotskistes, trapézistes. Voilà comment il les appelait. Façon marrante de les appeler. Donc, les groupuscules d'extrême gauche étaient tout le temps en conflit avec les groupuscules d'extrême droite, et ça faisait de gros troubles dans la faculté de Nanterre. Donc, à la suite de ça, le recteur de la faculté de lettres de Nanterre, le doyen Grappin, il a mis le Grappin, oui. Donc, le doyen Grappin a déclaré la fermeture de la faculté de Nanterre, à compter du vendredi 3 mai, 9h, etc. Donc tous les cours, tout sont suspendus à la faculté des lettres de Nanterre. Alors là, ça commençait à mettre le feu chez les étudiants, bien entendu, cette chose-là. Alors tous les groupes qui étaient là se sont déplacés ensuite à la Sorbonne, et il y a eu des grosses réunions, débats qui se sont faits à la Sorbonne, avec donc quelques dégâts qui ont eu lieu. Les dégâts, toujours pareil, dans la Sorbonne, oui, le doyen Dury ayant porté plainte de cet événement, avec un incendie, une salle de réunion ravagée, du matériel, etc. L'incendie semble avoir été allumé par des éléments d'extrême droite, car le cercle barré d'une croix qui constitue l'insigne du mouvement Occident n'était pas dans les pièces. Déclaration du Bureau national de l'UNEF. Donc l'UNEF, un de ceux qui ont fait ce livre.
les fascistes du mouvement Occident ont attaqué la salle de la Fédération de groupe d'études de lettres de la Sorbonne, l'ont mis à sac et incendié la semaine dernière déjà. Ils avaient attaqué l'Assemblée générale de l'UNEF et 2 jours après les locaux. Les concentrations importantes de troupes fascistes encadrées d'anciens paras ou légionnaires, concentrations qui se font depuis plusieurs jours avec la montée de troupes fascistes de province, font peser une lourde menace sur la démocratie et la vie des militants progressistes. Déclaration de l'UNEF. Alors à la suite de ça, de ces événements, de grosses réunions, meetings ont eu lieu à la Sorbonne. Ça vous rappelle pas un peu quelque chose, tout ça, tous ces extrémistes-là, hein, qui sont soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, et qui viennent mettre le bazar. Et si on les laisse faire, ben, ça fait le chaos. Hein. Tout le monde sait ce qui se passe en ce moment. Hein. Les autorités laissant faire, donc les Black Blocs et autres antifa, que ce soit extrême droite, extrême gauche, du moment que c'est extrémiste, ça arrive à des violences et à mettre le chaos. On connaît bien la musique. Alors, Sorbonne, le 3 mai, il y a eu une grosse réunion, hein, et ensuite, du fait qu'il y avait cette grosse réunion à la Sorbonne, et ben, la décision a été prise par les forces de l'ordre, et la hiérarchie très haut, et ben, d'intervenir à l'intérieur même de la Sorbonne. Suite à la première manifestation contre la fermeture de Nanterre, etc. Voilà. Alors c'est là que ça commençait à ne plus aller. Alors, vous voyez un peu comment ça démarre, hein, ces choses-là. Voilà. Hein. Les étudiants sont quasiment poussés à bout par les événements, et de plus en plus, et c'est l'intervention de la police qui va déclencher les événements mai 68 et les barricades. Alors vous allez reconnaître, hein, ceux qui suivent les événements aujourd'hui, là, ben, beaucoup de choses très similaires, hein, qui sont passées donc là il y a 50 ans, qui se reproduisent exactement aujourd'hui. Alors à la suite du meeting qui est organisé dans la Sorbonne, le recteur Roche de l'Académie de Paris, avec une demande expresse et écrite, a demandé que les forces de l'ordre investissent donc la Sorbonne, qui était le quartier général de tous les étudiants français, hein, basiquement. Alors, voyons. Vers 16h15, le jour du meeting, les dispositifs de police étaient mis en place. Les gardes mobiles bloquaient les issues de la faculté et faisaient cerner les rues avoisinantes. Ce qu'on appelle aujourd'hui, les manifestants appellent un nassage. C'est pas d'aujourd'hui les nassages, hein, ça se pratiquait là. Ensuite, plusieurs centaines de gardes mobiles, gardes mobiles et gardes municipaux, casqués, armés de matraques, boucliers, gants de protection, ont pénétré à l'intérieur de la Sorbonne par l'entrée principale. Tandis que plusieurs centaines d'étudiants qui étaient dans la rue des Écoles, juste devant donc la Sorbonne, criaient CRS, SS, Gestapo, Liberté. Les forces de l'ordre ont gagné la cour intérieure de la Sorbonne, où elles se sont déployées en étau. Par une progression lente et continue, elles ont refoulé vers la sortie de la rue de la Sorbonne les quelques 400 militants de l'UNEF et des organisations étudiantes qui continuaient le meeting. À la suite des tractations entre la police et les étudiants qui s'en sont produites, il avait été convenu que ces derniers pouvaient sortir libres de la Sorbonne. Mais tous les leaders étudiants ont été embarqués dans les paniers à salade. Encore une fois, des choses qu'on reconnaît parfaitement aujourd'hui. Bon, ça va faire probablement une série de vidéos parce que ça va être assez long, hein, quand même, de donner ces documents que je veux mettre en tant que référence. Morceau d'histoire, c'est pour référence. Voilà. Pour donner la vraie histoire, hein, étant donné qu'on sait que l'histoire officielle est fausse. Vous voyez ainsi que c'est très facile de déclencher le chaos en
provoquant un groupe pacifique, hein, une partie du peuple qui est pacifique, méthode utilisée depuis des milliers d'années hein, par tous les systèmes politiques de quelque bord que ce soit. C'est un grand classique, hein, comme le classique de l'empereur Néron, qui avait fait mettre le feu à Rome par sa garde, et qui ensuite a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu, ce qui lui a permis de dire que les chrétiens étaient des gens séditieux, dangereux pour l'ordre public, et qui a démarré la persécution des chrétiens, hein, qui à l'époque avait comme symbole un poisson. D'autres symboles ont eu lieu après. Hein. Le Qatar, c'était une colombe. Hein. On connaît une certaine étoile d'une certaine couleur également, qui servait de symbole pour montrer un groupe séditieux et dangereux. Et aujourd'hui, c'est un gilet d'une certaine couleur, voilà, hein, qui sert à accuser, qui sert pour dire ah ben oui, c'est ceux-là qui sont séditieux, dangereux. Donc voilà, les étudiants en mai 68 étaient donc absolument pacifiques. Alors, témoignage d'un chercheur du CNRS qui faisait partie de la réunion à l'intérieur de la Sorbonne. Hein? Il dit, je tiens à souligner que le débat était absolument pacifique et tous ceux qui le voulaient avaient droit à la parole. Alors ensuite, vers 16h45, les étudiants terminent ce meeting. Hein, et certains étudiants tentèrent de sortir, mais l'issue de la rue de la Sorbonne semblait bloquée. Quelques minutes plus tard, nous vîmes apparaître sur toute la largeur de la galerie du fond de la cour une rangée de gardes mobiles coiffés de casques et armés de matraques. Les consignes furent sortis tous dans le calme et en silence. Les étudiants, calmement, hein, se regroupaient après de la sortie, mais sans pouvoir avancer. Très vite, toute la cour de la Sorbonne fut remplie de gardes mobiles qui empêchaient les étudiants d'emprunter une autre issue. Il s'agissait véritablement d'une souricière, dit ce chercheur du CNRS. Alors, j'ai réussi à passer dans le couloir vers la sortie au milieu d'une double rangée de gardes mobiles, hein, de casques avec des boucliers en métal et armés de matraques. Cette haie menait les étudiants jusqu'au quart de police qui se trouvait un peu plus haut dans la rue. D'autres quarts de police se trouvaient également tout le long de la rue de la Sorbonne. La lenteur de l'évacuation était liée au fait que les étudiants qui sortaient ne pouvaient pas se disperser librement, mais que tous étaient dirigés d'office vers les quarts de police. Ensuite, ce chercheur CNRS a été relâché quand il a pu prouver qu'il travaillait là et qu'il n'était pas étudiant. Une d'ailleurs, étudiante, je pense. Alors ensuite, vers 17h30, des grenades lacrymogènes éclatèrent sur la place de la Sorbonne. L'accès de la rue de la Sorbonne était bloqué par les forces de police. Un témoignage d'un étudiant maintenant. Donc les étudiants sont dirigés vers les camions. Les gendarmes casqués nous font monter dans les camions blindés. Nous montons dans le premier camion. Le policier qui est devant nous soulève son siège avant et en sort avec une satisfaction évidente des barres de cuivre, je crois, dit l'étudiant, qu'il passe à ses collègues qui sont à l'extérieur. Le chauffeur du car, police, exprime que dans un moment ça va chauffer, car des cordons de CRS arrivent. Nous sommes coincés au milieu des agents et de la foule. À ce moment, le camion démarre, suivi de beaucoup d'autres. Nous emmène d'abord au commissariat de Saint-Sulpice, puis à Notre-Dame-des-Champs. Puis, alors, c'est la longue attente des identifications individuelles. Ah, vous connaissez aujourd'hui? Ben oui, vérification d'identité et tout, oui, interpellation, oui. Puis, on nous entasse à la cave d'un commissariat, où bientôt nous nous retrouvons au nombre de 200 personnes environ, 18 heures. En attendant d'être libérés, des groupes de discussion se forment, ce sont déjà les comités d'action. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient dans les rues et qui ont vu tout ce système. Provocation, quoi. Il n'y a pas d'autre mot.
Donc, des cortèges commencent à parcourir les rues du quartier latin en criant à bas la répression. Ensuite, vers 17h30, après l'opération de nettoyage de la Sorbonne, les forces de police ont donné une première charge pour disperser plusieurs centaines de manifestants rassemblés boulevard Saint-Michel. La manifestation se déclenche et les étudiants viennent de plus en plus nombreux et réclamer sur l'heure des lampions la libération de leurs camarades. Les forces de police entrent en jeu et des scènes qui vont devenir tristement classiques, on connaît les scènes classiques aussi aujourd'hui, vont commencer. En avant. Bon, c'est le même cinéma que vous connaissez aujourd'hui. Hein. Les étudiants arrivent la plupart du temps à repousser les grenades lacrymogènes du pied. Quelques témoignages. Alors, en avant. L'un des gardes républicains, CRS probablement ça, s'en prit à une jeune fille blonde, vêtue d'un tailleur bleu marine, qui s'était réfugiée sous un porche près du cinéma Le Latin. Il la matraqua sauvagement, 10 à 20 coups violents sur la tête et le cou. La jeune fille, chancelante, tituba jusqu'au banc qui se trouve devant le cinéma et s'écroula à son connaissance. L'ambulance que l'on avait appelée immédiatement n'est arrivée qu'une heure plus tard. On connaît tout ça, hein? La jeune fille n'avait pas repris connaissance. Si la jeune fille vit encore et si elle souhaite porter plainte, nous sommes prêts à lui apporter notre témoignage des étudiants. Hein? D'autres témoins dans la rue Cujas, dans un couloir des CRS, matraqué une jeune fille et l'ont laissée inanimée par terre. Des gens qui passaient également sont matraqués, obligés d'aller à l'hôpital, essayer de déposer une plainte au commissariat, dont dit le témoin, je fus éjecté très incorrectement. Le vendredi 3 mai, donc, des brigades de CRS sont chargées sur tous les gens qui se trouvaient dans les rues. Oh, mais on a déjà vu ça, sans faire aucune distinction entre les manifestants et les non-manifestants. Le témoin dit, je ne peux pas oublier les cris des blessés de cette nuit tragique. Une jeune femme rapporte, je remontais le boulevard Saint-Michel avec dans les bras un enfant d'1 an. Je me suis trouvée prise dans la manifestation. Je n'ai reçu aucun coup de la part d'étudiants, mais presque au niveau de la place de la Sorbonne, il y a eu une charge de CRS qui matraquait les passants sans discrimination. Exemple, une vieille femme, une jeune maman ont reçu des coups. J'ai reçu un coup de matraque, le bébé caché dans ma veste a reçu un choc qui a laissé un bleu. Devant le café du départ, même jour, 20h30, j'ai vu un motocycliste arrêté, matraqué. Un monsieur âgé s'interpose, ne le battez pas, n'a rien fait, il arrive, ne manifeste pas. Le monsieur est frappé par un premier CRS, se protège la figure. Un second CRS intervient et frappe, ça vous apprendra à toucher mon camarade. La femme du monsieur crie et pleure, ne le battez pas comme cela, laissez-le. Elle est battue également, presque évanouie. Hein, ça se sont déjà vu, là, il y a 50 ans, hein, et que... Il n'y a rien de nouveau, là, hein. C'est toujours le même système qui fonctionne, hein. Mais oui. Un citoyen suisse qui passe et qui voit un commando d'une dizaine de CRS qui remonte vers lui. Premier policier crie « tapez-lui dessus ». Il a essayé de s'effacer pour les laisser passer, mais 6 ou 7 d'entre eux m'assaillirent et me frappèrent sauvagement à la tête à coups de matraque et à coups de pied au bas du corps. J'ai réussi à m'enfuir, nez ensanglanté. Certains des individus sont plus spécialement visés. Témoignage, je vis notamment un jeune couple et un noir qui passaient simplement rue Cujas, qui furent conduits dans un car stationné place de la Sorbonne, les bras tendus derrière le dos et à coups de matraque, le noir recevant 2 fois plus de coups que les autres. Bon, plein d'exemples comme ça, bien entendu. Hein. Alors donc, les matraquages de lycéens continuent de partout dans le quartier latin, envoi de grenades lacrymogènes au lycée Saint-Louis. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que il y a une sorte de grève illimitée
tous les étudiants se lèvent, hein, avec plein de manifestations prévues. Et dès le lundi 6 mai, des centaines d'étudiants, puis des milliers, arrivent au quartier latin, répondant à l'appel de l'UNEF. L'UNEF qui a fait le livre noir des journées de mai. Hein. Les étudiants se révèlent toujours plus nombreux à manifester. Force considérable de police, transformant le quartier latin en place forte, ont fait l'union sacrée chez les étudiants, dont un grand nombre ne savait pas bien ces jours-ci pourquoi ils manifestaient. Mais du fait de la répression policière énorme, maintenant coude à coude, dans tout le quartier latin et dans Paris, ils ont en face de la police comme un défi. La police est venue faire un défi aux étudiants. Ça continue. Ah ben, la répression, CRSSS. Alors les policiers s'énervent avec ces slogans. Les gendarmes mobiles avancent et beaucoup de coups de crosse sur les étudiants. 300 personnes descendent le boulevard Saint-Michel. Un pavé est lancé. Les étudiants sont enfuis avec les premières grenades lacrymogènes de matinée, le lundi 6 mai. Un jeune homme qui a reçu une grenade sur un œil semble sérieusement atteint. 2 autres étudiants blessés, une jeune femme intoxiquée par les gaz lacrymogènes, atmosphère irrespirable, plusieurs milliers d'étudiants dans le quartier. 50 de gardes de police stationnent autour de la faculté. Voitures de CRS viennent en renfort aux gardiens de la paix, aux gardes mobiles. Un report de manifestation par l'UNEF devant toutes ces violences venant de la police. Des professeurs s'associent de plus en plus nombreux au mouvement. Et les professeurs, en soutien à l'emploi de la force, réclament la démission du recteur Roche. Les étudiants défilent dans tout le quartier latin. Des groupes d'étudiants vont expliquer aux gens sur les portes les motifs de leur protestation en expliquant que les journaux disent qu'ils ne sont qu'une dizaine d'enragés. Encore déjà, totale manipulation de la presse. Les batailles éclatent ensuite cet après-midi du 7 mai. Des barricades se mettent en place. Voilà, alors, champ de bataille complètement. La Croix-Rouge ramasse de part et d'autre des blessés. Contre-attaque des gardes mobiles, agents de police violentes. Le préfet de police définit ainsi les manifestations très largement spontanées. Ben oui, bien sûr. Il justifie, le préfet de police, la présence de services d'ordre impressionnants autour de la Sorbonne. La circulation ayant été perturbée, il a fallu qu'il intervienne, disent-ils. C'est ce qui explique les affrontements assez violents. Dixit le préfet, il n'a jamais été entendu que le quartier latin devait être une zone interdite. Il est parfaitement admissible que les étudiants manifestent pour exprimer leurs revendications, leurs idées politiques. Ce sont les violences qui ne peuvent être tolérées. Mais seulement les violences sont surtout venant des forces de l'ordre. Alors, la soirée savante, ça devient de plus en plus violent. Voitures, barricades, flambent, carrefour, Mabillon. Manifestants crient, à bas la répression. Fouché, assassin, ça doit être le préfet de police, je sais pas quoi. Libérer nos camarades, etc. 2 à 3 000 manifestants se heurtent aux forces de police qui doivent reculer. Tout ceci se déroule dans le calme et ça arrive jusqu'à la place Saint-Germain. Les charges de garde mobile se font de plus en plus violentes, degré de brutalité dès heures de l'après-midi. Manifestants arrêtés, sauvagement frappés. Aux fenêtres, des gens crient révoltés, assez, les policiers frappent au hasard, même loin de la manifestation dans plusieurs rues adjacentes, nombreux blessés. Vous connaissez tout ça, hein? Groupe de manifestants dresse plusieurs barricades avec des voitures. Les gendarmes occupent la place Saint-Germain, CRS, les retirés inspirables de grenades de gaz lacrymogène, qui était déjà difficile à respirer à l'époque, mais aujourd'hui c'est encore bien pire parce qu'il y a plein de produits dedans.
plus en plus de blessés. En avant. On continue. Premier bilan de la soirée sont lourds, approximatifs. 345 policiers atteints par des projectiles divers, 500 blessés chez les étudiants. Plus de nombreux blessés qui n'appartenaient pas aux manifestants. Échantillon de témoignages. Parmi les blessés, une jeune femme serrant dans ses bras un bébé de 3 mois, incommodé par les gaz lacrymaux. À la station Odéon, l'enfant a été pris de vomissements, a dû être soigné d'urgence. Minuit, hôpital complet, il faut faire appel à des couvertures pour mettre les gens par terre. Beaucoup de plaies, dit le chef de service de l'hôpital, coups de matraque, fractures, et beaucoup de jeunes gens aveuglés par les grenades lacrymogènes. Quelques-uns, une dizaine environ, qui avaient perdu connaissance, ont été gardés en observation. Il entrait un blessé toutes les 2 minutes environ dans la salle où j'étais. Témoignage. Alors, ça continue, les témoignages. Acharnement, matraquage étudiant, tête en sang. Certains étudiants ont été rattrapés, dont 2 coincés dans une porte cochère, se sont fait matraquer par la première charge, tombés à terre, et tous les CRS qui arrivaient après leur tapaient dessus, alors qu'ils étaient par terre, ne bougeaient plus. Un artisan sera blessé sur le travail. Mon mari était brûlé par l'éclatement d'une grenade, alors qu'il était dans son échoppe d'artisan. Les étudiants pourchassés se réfugiaient chez nous. Attaques dans des immeubles également, grenades lacrymogènes qui sont envoyées à l'intérieur des immeubles, dans des couloirs. Une concierge étouffe avec les grenades lacrymogènes qui sont envoyées dans son couloir. Voilà. Plus des brûlures. Un enfant de 12 ans environ, qui revenait de l'école, a été bousculé et ramassé par les CRS, qui l'ont laissé sur place, sans prendre la peine de voir s'il était blessé. Lorsqu'un CRS parvenait à s'emparer d'un manifestant, aussitôt 5 ou 6 autres policiers venaient à la rescousse pour s'acharner sur leurs victimes, qu'ils laissaient ensuite au milieu de la rue dans un état plus ou moins grave. Des manifestants se réfugient sous la porche du 63 boulevard Saint-Michel. La porte ne s'est pas ouverte. Ils ont demandé de l'aide. Assez vite, les CRS sont arrivés. 2 jeunes filles matraquées sont tombées à terre, ont été blessées. 2 étudiants assommés roués de coups ont été emmenés sans connaissance par une ambulance. Matraquage sauvage, sans raison apparente, par des policiers habillés en toile kaki. Une jeune employée de maison gravement blessée, hospitalisée, elle rapporte témoignage. Un CRS envoie dans sa direction quelque chose qui l'inonde, un liquide blanc. Elle est aveuglée, elle a les poumons atteints. Elle reçoit les soins de plusieurs docteurs. Poumons très atteints, éventualité d'une opération aux yeux. Une jeune fille raconte, elle est avec sa sœur, quelques personnes isolées se trouvent à une dizaine de mètres, et voit les CRS arriver. Ceux-ci lâchent 2 grenades contenant un acide et l'une d'elles atteint ma sœur au visage. Les CRS chargent, affolement général. Ce n'est qu'à 20 mètres plus loin que je m'aperçois que ma sœur n'est plus avec moi. La sœur du témoin a été retrouvée à l'hôpital grièvement blessée. Les policiers s'acharnent particulièrement sur les témoins, un cinéaste, des photographes amateurs. Un photographe raconte, il a reçu sur la tête quelque chose qui a explosé, évanoui, grenade paralysante probablement. Des fenêtres qui se trouvaient à la fenêtre d'un hôtel sont mêlées à la scène. Et regarde tout ce qui se passe dans la rue.
Les policiers attaqués jetaient des grenades de gaz lacrymogènes qui laissaient échapper un liquide rougeâtre sans fumée, d'une odeur violente et suffocante. Les policiers frappaient sur les portes des maisons pour essayer de trouver des étudiants réfugiés dans les maisons. Vu des personnes entrer dans un hôtel, dans une librairie, les policiers ont jeté des grenades lacrymogènes sur leurs portes et également au balcon des fenêtres. Un cinéaste qui filmait a pu s'échapper, mais il a été arrêté par les policiers qui essayaient de lui arracher sa caméra. Violemment malmené, des photographes qui portaient le signe d'identification de la presse ont commencé à photographier l'arrestation du cinéaste. Les policiers ont frappé les photographes. 3 policiers essayaient d'entrer dans une librairie, ont jeté une grenade dans la direction du balcon. Se trouvaient des touristes brésiliens. La bombe a cassé la vitre de la porte-fenêtre et a éclaté dans la chambre en atteignant un Brésilien qui était un acteur à la tête. Et un autre policier a lancé une bombe identique dans la librairie. Ah, et voilà, journaliste. En avant, en avant. Un photographe étranger raconte, il y avait 4 CRS qui tapaient sur un étudiant. J'ai pris quelques photos avec mon appareil, en levant mon appareil. On m'a frappé, j'étais assez naïf pour croire qu'il n'attaquerait pas un photographe. Il m'a traqué avec de longs bâtons de bois. Tout de suite, je me retrouve par terre, 4 CRS me gueulent après. Vous avez une carte de presse, qu'est-ce que vous faites? Je suis photographe, libre de prendre ce qui arrive. Alors le CRS dit, donne la bobine de photo. En demandant la bobine, il me tenait fortement. Bon, alors il a été obligé de donner la bobine, quoi, des photos qu'il avait prises. Alors, un autre photographe témoigne, j'étais pour photographier nombreux échanges de projectiles. Un pavé fut lancé par un policier qui brisait une boutique. Les étudiants ont été matraqués, même allongés par terre. J'ai photographié tout ça, des coups conduits de la police. Hop. Alors, rebelote, pour celui-là, un policier s'approcha, lève la matraque. Je lui criais avec un évident accent américain. C'était un photographe américain. Je suis journaliste, il me frappa au visage. Je suis tombé sur le trottoir, je protège ma caméra en lui disant que j'étais journaliste. Le même policier continue à me battre toujours. 4 ou 5 autres le rejoignent. Il se forme un groupe de 8 ou 10. J'ai environ 12 blessures sur la tête, sur le corps, soignées par la Croix-Rouge. Les personnes ne sont pas épargnées. Un policier court lancer une bombe, des policiers débouchent dans une rue, se jettent sur les passants. Ils jettent par exemple quelqu'un là, et la matraque, il en a résulté une fracture du bras gauche, un traumatisme crânien avec plaie ouverte. Autre témoignage, nous marchions tranquillement. Des passants, passant sur le piste, 30 CRS, brigade spéciale, nous ont matraqués et laissés pour morts. Alors, tout ça, ce n'est que le début. Début des journées noires de mai, avec des violences policières incroyables et pas possibles. Alors quand aujourd'hui on se dit que les violences sont incroyables, il faut revenir 5 ans en arrière et voir la vraie histoire des journées noires de mai 68. Alors on va arrêter la vidéo là parce que ça va être très long et on va reprendre une deuxième partie, probablement une troisième. Parce que ça, c'est un savoir. C'est un savoir et le dire autour de soi. On ne dit rien de nouveau ici. Les forces de l'ordre se sont toujours conduites comme elles font aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. C'est toujours le même système de contrôle des populations par des dirigeants depuis des centaines et des milliers d'années. Rien ne change sous le soleil, sur le même contrôle dans toutes les couches de la société et dans tous les pays, basiquement, quel que soit le système. A plus pour la suite des journées noires de mai 68.